Bonsoir Jacques Attali, Bonsoir. essayiste, économiste et ancien conseiller d'État. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir avec Guillaume Ancel, Anne-Charline Bézina et Olivier Ravanello. Je vais commencer avec une idée que vous avez développée sur les réseaux sociaux, Jacques Attali, qui m'a interpellée. Pour vous, Donald Trump marche dans les pas d'Hitler. On peut faire différents parallèles, mais celui-là est intéressant, même si je ne dis pas que Donald Trump est Hitler, mais il y a des parallèles. Un putsch raté, des fausses nouvelles, chasser la science partout, penser une sorte d'Anschluss avec son voisin, intimider tout le monde. Alors si ça continuait, les étapes suivantes, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est pour montrer que les étapes suivantes méritent d'être intéressantes et à suivre, c'est ne pas suivre la décision des juges, qui va arriver bientôt pour valider ou invalider définitivement les décisions qu'il a prises. Dans ce cas-là, il sort de la règle de droit. Poursuivre ses opposants politiques en justice, qu'avait fait Hitler. Et on voit déjà des menaces apparaître sur les démocrates, etc. Là, on verra si on est en situation de ce genre. Mais pour l'instant, c'est juste une sorte de façon de faire réfléchir. Des signaux. Des signaux. C'est juste pour faire réfléchir. Évidemment, des différences. M. Trump n'est pas antisémite. M. Trump ne veut pas chasser, faire la guerre militairement à ses voisins. Mais il y a quand même des points avec les dictateurs assez proches. Est-ce qu'il veut faire la paix, selon vous? Et si effectivement il y a des ressemblances entre Hitler et Donald Trump, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est une comparaison intéressante, mais il y en a d'autres, et il faut le regarder sui generis. C'est un personnage qui n'a rien à voir avec Hitler, c'est un personnage propre, spécifique. C'est un personnage qui, à mon avis, agit soit comme s'il était un agent russe, et peu importe savoir s'il l'est vraiment, il agit comme s'il l'était, peu importe s'il l'est vraiment, il agit comme s'il l'était. Et deuxièmement, qui agit en essayant de couper la Russie de la Chine pour attacher la Russie à lui et affaiblir la Chine qui a besoin de la Russie pour l'instant, en jetant l'Europe occidentale par-dessus bord. C'est la seule chose qui nous concerne. Donc nous sommes jetés par-dessus bord. Et avec nous sont jetés tous ceux qui s'intéressent à la démocratie et aux valeurs universelles. Et vous ne croyez pas qu'il a quelque chose, au fond, de très américain aussi, qui n'est pas forcément l'Amérique qui nous est la plus sympathique, mais qui l'incarne profondément? Oui. Une Amérique repliée sur elle-même, une Oui, Amérique c'est ça. qui est dans le rapport de force, Bien sûr, qui n'a rien d'illégitime. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une continuité qu'on retrouve avec d'autres présidents américains. Obama était déjà très anti-européen, enfin, il ne s'occupait pas de l'Europe. D'ailleurs, la façon dont il avait largué la Syrie et la France face à la représailles syrienne a bien montré qu'il ne s'occupait pas de nous. Puis c'est pas le premier président qui est très opposé au président français. Moi, j'ai assisté à une scène où j'étais un des rares témoins, puisque la scène était confidentielle. Avec Reagan? J'ai vu Reagan jeter ses dossiers à la tête de François Mitterrand, dans une scène d'une violence incroyable. Bon, c'était privé, il n'y a pas de... Physiquement? Physiquement, oui. C'était une scène du G7 de Williamsburg, où François Mitterrand tenait tête, à juste titre, où il y a eu d'ailleurs dans la même scène, je peux le raconter 40 ans plus tard, mais il y a eu une menace de nous priver de moyens de maintenir en état notre arme nucléaire, ce qui nous a permis de nous rendre compte qu'on dépendait encore des Américains pour notre arme nucléaire, et qui fait que depuis, on n'en dépend plus. Mais ce genre de menace... Et vous avez été choqué par la scène entre Trump et Zelensky, qui nous a choqués, mais vous, de l'intérieur, vous en avez vu des scènes équivalentes? Non, j'ai jamais vu de chaîne publique comme ça, avec les caméras, avec cette volonté de provoquer, d'humilier, qui était... La scène avec Reagan était très différente, parce que Reagan était un homme délicieux, qui voulait pas... mais qui était très fâché, parce que François Mitterrand refusait de céder à son... C'est une décision très importante sur le désarmement. C'était un moment tout à fait important. Mais, en quoi c'était différent, du coup, ce qui s'est passé dans le bureau Oval la semaine dernière? Parce que c'était une scène fermée, sans public. Il y avait les 7 chefs d'État et de gouvernement du G7 quand même. C'était pas tout à fait confidentiel. Et on a résolu le problème avant de passer devant les caméras des journalistes. On a résolu d'ailleurs à l'avantage de la France, puisque les Américains ont cédé. Mais du coup, quand vous avez vu ce qui s'est passé dans ce bureau Oval la semaine dernière, vous vous êtes dit quoi? Vous avez été surpris, mais d'une certaine manière, vous vous êtes dit ça confirme exactement ce que je pense de lui, ou vraiment vous êtes tombé des nues et non, vous je pense que non, je pense que ça confirme. C'est un homme... on peut faire aussi une autre comparaison avec les gens de la mafia, que d'ailleurs avait très bien fait Bertolt Brecht dans sa pièce Arthur Overy, qui avait comparé Hitler avec un chef mafieux de Chicago. Peut-être que c'est Arthur Overy qui est la meilleure métaphore de
de Trump aujourd'hui, plus encore qu'Hitler. C'est-à-dire, si tu fais pas ce que je te dis, je te casse ou je te fais tuer. Voilà, c'est ça la méthode de la mafia. Mais du coup, quelle attitude, dans le moment dans lequel on vit, pour tenter de régler ce conflit ukrainien et surtout tenter d'y jouer un rôle, c'est ce que les Européens et la France essaient de faire, quelle attitude il faut avoir face à lui? Est-ce qu'il faut aller vers la diplomatie de la courtoisie ou le contraire? On voit quand même qu'à ce stade, pour l'instant, la France, Emmanuel Macron, essaie encore de ne pas le braquer, Donald Trump, et c'est aussi ce que fait le chef de la diplomatie française dans son interview aux Parisiens ce soir. Ils ont raison? Ça fait très longtemps que je dis, oui, ils ont raison, ça fait très longtemps que je dis qu'il faut assumer une phrase très simple, ça fait au moins 15 ans que je dis ça, nous sommes seuls. Et si nous avions assumé ça depuis longtemps, ben on se moquerait de savoir si l'Américain nous menace ou de nous laisser tomber. Bon, on ne s'en est pas occupé, donc aujourd'hui, on a encore besoin d'eux. Mais il faut à la fois ménager celui dont on dépend, mais tout faire pour en dépendre le plus vite possible. Donc, nous armer à toute vitesse, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas attendre une journée pour se mettre en économie de guerre, 7 jours sur 7, 3 fois 8, pour aller le plus vite possible, pour ne pas dépendre des Américains, montrer d'ailleurs aux Américains et aux Ukrainiens qu'on peut prendre le relais pour la surveillance des radars, pour l'assistance aux Ukrainiens, utiliser tous nos armes, maximum, utiliser des alliés auxquels on ne pouvait pas penser, par exemple la Grande-Bretagne et même la Turquie, qui sont des alliés de circonstance, mais bienvenus, la Turquie et la Grande-Bretagne dans cette... Après tout, ils sont des nations européennes, et leur montrer qu'on a besoin de... Quand un commerçant... C'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Donc vous avez été convaincu par son allocution? Non, disons que c'est ce que je pense depuis très longtemps. J'ai trouvé qu'il a très bien fait de dire ça. Et il l'a dit depuis son discours à la Sorbonne en début de son mandat. Le malheur a voulu qu'il n'a pas été en situation de pouvoir convaincre. Attends, c'est pas nouveau. Hein. Avec François Mitterrand, il y a très longtemps, nous avions créé la brigade franco-allemande dans la perspective d'une armée franco-allemande. On n'a pas pu aller plus loin parce que les circonstances ne s'y ont pas prêtées. Justement, ça fait longtemps que vous avez défendu, et notamment avec François Mitterrand, l'idée d'une Europe de la défense, d'une Europe plus forte, les piliers d'Amsterdam. Est-ce que vous avez l'impression que le réveil européen arrive 50 ans trop tard? Et après, autre question, vous parliez d'économie de guerre. Est-ce que cette économie de guerre, on en a vraiment les moyens? Parce que si on la prend... Alors, on va aller d'abord sur l'Europe de la défense, et ensuite l'économie. L'Europe de la défense, on a tout à fait les moyens. On a beaucoup d'argent. Madame Van Leyen l'a montré, et nous avons beaucoup d'argent. Est-ce que ça arrivera suffisamment vite? Voilà, c'est toute la question. C'est pas trop tard. C'est toute la question. Il faut aller vite, et dans la période où nous ne sommes pas prêts, nous sommes extrêmement vulnérables, parce qu'on n'a plus les Américains, on n'a pas encore nos armements maximaux, et donc ça serait une incitation à nos adversaires de nous attaquer avant qu'on soit prêts. Mais je pense qu'on n'est pas loin d'être prêts, et que si on se mobilise vraiment, nous avons beaucoup d'armements. Nous avons les armements britanniques et ukrainiens. L'armée ukrainienne est une très grande armée. Nous avons l'armement turc. Et les Turcs viennent de dire qu'ils sont à fond derrière les Ukrainiens. Mais pas loin d'être prêts pour quoi exactement? Pour nous défendre. Avoir par exemple une armée européenne? Avoir de quoi dissuader une attaque. Le président français l'a très bien dit. Nous sommes menacés de voir les Russes faire s'effondrer le régime ukrainien, envahir la Moldavie, déstabiliser la Roumanie et envahir les pays baltes. Les Américains ne seront pas là. D'ailleurs, M. Trump a dit qu'il ne serait pas là. Et c'est une autre question vertigineuse, puisqu'il a dit qu'il ne défendrait pas non plus le Japon. Ce qui veut dire que le Japon, très vite, mais c'est une question fondamentale, le Japon va se doter de l'arme nucléaire très vite. Parce que si le Japon n'est pas défendu par les États-Unis, la phrase de M. Trump était hallucinante sur ce point. Le Japon, la Corée du Sud et Taïwan vont se doter de l'arme nucléaire. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ce qui veut dire que l'Indonésie, l'Australie, etc. vont se doter de l'arme nucléaire. Et ça déclenche toute une série de choses. Ce qui fait peut-être que les Américains vont faire marche arrière et se rendre compte que lâcher l'Ukraine, ça crée une prolifération nucléaire extraordinairement rapide sur la planète entière. Mais est-ce que ça a du sens aujourd'hui de dire on veut se réarmer tous? Sauf qu'on a 27 armées différentes, rien que pour l'Union européenne, qui reste un club de commerçants. Il faut rajouter effectivement la Turquie, la Grande-Bretagne, la Norvège. Est-ce que, surtout, avant de mettre beaucoup d'argent sur la table, il ne faut pas qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on fait une armée commune et pas 30 armées différentes? J'imagine un instant que
l'armée américaine ne soit pas une, mais 50, puisqu'il y a 50 États, je ne compte pas le Canada. Personne ne craindrait l'armée américaine. Comment est-ce qu'on craint 30 armées différentes? D'abord, l'armée française est très crédible, ne serait-ce que parce que nous avons l'arme nucléaire, et en cela, nous sommes crédibles. Deuxièmement, il suffit de s'entendre sur quelques principes simples. On n'achète pas d'armes américaines. Premier principe. On développe nos industries européennes, et l'industrie allemande est une industrie magnifique, qui peut se retourner assez vite vers l'industrie de la défense, même s'il en fait peu. L'industrie italienne est remarquable, je dis l'industrie ukrainienne. Donc on peut aller très vite. Très vite, ça veut dire 1 an ou 2 avant d'être vraiment puissant. Mais dès maintenant, je crois qu'on a les moyens de dissuader. Il ne faut pas oublier quand même que la Russie a un PIB qui est égal aux 2/3 du PIB de la France. Le PIB de l'Europe, c'est 10 fois le PIB de la Russie. On peut discuter en termes de parité de pouvoir d'achat, etc. Mais nous sommes vraiment très au-dessus. Alors bien sûr, les Russes consacrent 40% de leur budget à la défense, etc. Et visiblement, ils n'ont pas l'intention de s'arrêter là. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé Emmanuel Macron, graphique à l'appui lors de son Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous dites 1 an ou 2 avant de pouvoir mutualiser finalement ces ressources européennes. Je pense que dès maintenant, on a les moyens de créer les conditions pour que la Russie ne se sente pas en situation de liberté d'action. Et pour que nous ne soyons pas en situation inverse, de l'autre côté, d'être obligé de céder au chantage américain. Ça a commencé il y a très longtemps. Avant les élections, M. Vance a dit « ou vous laissez les entreprises de M. Musk opérer librement en Europe, ou nous ne vous défendons plus avec l'article 5, qui n'a d'ailleurs jamais joué qu'en faveur des États-Unis et pas en faveur de l'Europe », c'était déjà le chantage du type Arthur Louis, c'est-à-dire gangster de Chicago. Il faut ne pas avoir à craindre le chantage des gangsters. Si vous avez à craindre le chantage, pareil, toujours, si vous avez à craindre le chantage, vous êtes très mal, quoi. Donc il faut tenir tête, que ce soit aux Russes ou aux Américains, et en même temps, ce soir... Calmement, sereinement, sans provocation particulière. Quand on lit dans les colonnes du Parisien, le chef de la diplomatie française, on devine au travers de cette interview que la France n'exige même plus, avec l'Europe, d'être à la table des négociations pour ramener un cessez-le-feu en Ukraine. Il y a une réunion la semaine prochaine prévue en Arabie Saoudite. L'Europe n'est pas autour de la table, ne sera pas présente. Ça y est, on est hors jeu, en fait. On est déjà hors jeu. Pour l'instant, on est hors jeu. Pas définitivement. Pour l'instant, on est hors jeu. Mais il faut assumer ça. On a affaire à un voyou et un gangster. Voilà, c'est ça. Et on ne peut pas s'imposer à la table d'un voyou et d'un gangster. Il faut essayer de faire en sorte que ça ne dure pas, mais pour ça, il faut avoir les moyens de se faire respecter. Il y a une fin, finalement, du droit international de la charte de San Francisco de 1945. C'est-à-dire que tout ce qui consistait à se dire que les États se mettent ensemble pour faire la paix, pour mener ensemble des actions internationales, est absolument terminé. Quand on prend le préambule de 1945, c'est très clair. Ça veut dire qu'on rentre dans la diplomatie de la force ? On y a toujours été. Mais elle est exclusive maintenant, il n'y a plus ça. On y a toujours été face aux adversaires du camp occidental. Voilà. Face au terrorisme, face à l'Union soviétique, qui ne respectait pas non plus l'Union soviétique, c'était pareil, c'était dans le rapport de force. Mais maintenant, c'est de l'intérieur. Maintenant, les autres partenaires sont de même cas. Les seuls qui respectent l'état de droit, ce sont les Européens et quelques partenaires du reste du monde aussi. Donc voilà, c'est une période que je pense transitoire. On reviendra à l'état de droit. Ce qui se passe est très mauvais pour les États-Unis à un terme. Très, très mauvais. Et même les périodes les plus sombres n'ont pas duré. L'exemple hitlérien, qui était sans doute excessif, mais qui est juste une métaphore, ça n'a pas duré. Ça a été épouvantable, mais ça n'a pas duré. Donc je pense que les États-Unis reviendront à une situation plus normale. J'espère qu'ils vont pas... Vous y croyez, en tout cas, vous ? Oui, ça fera beaucoup de mal entre-temps, sans doute. Et là encore, il faut être serein, solide, travailler très dur, se mettre en économie de guerre. Chacun d'entre nous doit se mettre en économie de guerre dans ce qu'on fait. Je le dis à chaque chef d'entreprise, à chaque syndicaliste. Qu'est-ce qui se passe pour vos entreprises si la guerre se déclare ? Qu'est-ce qui se passe pour votre entreprise s'il faut se mettre en économie de guerre ? Préparez-vous à ça. Et alors, précisément, ça, c'est très intéressant. Je crois que c'est très important. Le réarmement des esprits, c'est ce que dit le chef de la diplomatie française. C'est intéressant d'essayer de voir avec vous jusqu'où les Français peuvent aller, selon vous. Par exemple, sur le service militaire, le débat revient sur le devant de la scène. Le retour du service militaire
obligatoire en Allemagne, visiblement, devient un sujet. En France, on n'en est pas là. Hein. L'idée, c'est plutôt d'accélérer sur les rangs des réservistes. C'est ce que veut Emmanuel Macron. Il y a un sondage qui nous est parvenu ce soir d'un centre de réflexion qui s'appelle le Centre de réflexion Destin, qui dit que 6 Français sur 10, 61%, sont favorables au rétablissement d'une forme de service militaire obligatoire. Est-ce que vous pensez que, par exemple, il faut aller plus loin que ce que veut le président de la République? Je pense qu'il faut d'abord que les entreprises, chefs d'entreprise, cadres, employés, syndicats, se posent tous, dans le cadre de l'entreprise, la question de savoir s'il y a la guerre, qu'est-ce qui se passe pour mon entreprise? Si on doit se mettre en économie de guerre, qu'est-ce qui se passe pour mon entreprise? D'abord, cyniquement, est-ce que je peux en profiter? La défense, c'est un secteur de croissance. C'est pas de l'argent qu'on met dans un trou. Les secteurs de la défense sont des secteurs de croissance. Donc beaucoup d'entreprises, puisqu'il y a des milliards, centaines de milliards qui vont être déversés dans ce secteur, beaucoup d'entreprises, de près ou de loin, ont des marchés à trouver là-dessus. Donc regardez, et je le dis avec tristesse, hein, l'économie de la défense est un secteur de croissance. Toutes nos entreprises doivent regarder comment elles peuvent, en plus de ce qu'elles font, faire quelque chose dans ce secteur. En tant que citoyen, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, dans ses dépenses personnelles, dans ses actions. Et est-ce que le service militaire... Vous parlez du livret A, par exemple. Je me Puisque c'est l'une des pistes qui est étudiée, de toucher à l'épargne des Français. Non, mais le financement, c'est pas un problème. C'est pas un problème, le financement? Non, la BE, il y a énormément d'argent, l'Union européenne a énormément d'argent, la Banque centrale... Le problème, c'est l'organisation, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment faire en sorte que les entreprises de la défense soient mobilisées. D'abord, on n'a toujours pas dit quelles armes il fallait acheter. Or, les armes dépendent de la stratégie. La guerre en Ukraine nous a appris énormément sur l'effondrement de l'armement russe et la façon de se défendre. Il se trouve que les armes dont on a besoin, c'est pas tellement les armes qu'on a. Hein. On n'a pas de drones, autant qu'on devrait en avoir. On n'a pas les moyens de surveillance radar, autant qu'on devrait en avoir. Il y a beaucoup de choses qui sont nécessaires qu'on n'a pas. Donc, faire la liste des armes qu'il faut avoir, des armes de demain et d'aujourd'hui et de demain, peut-être nommer un sorte de tsar de l'industrie de la défense européen, français et européen. Ah oui, alors ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous en parlez régulièrement. Vous voulez une sorte de, je ne sais pas, un grand commissaire des armées. Il y a déjà un commissaire de la défense européen. Je pense qu'il faut une vraie coordination entre les 5-6 pays qui vont compter pour coordonner les actions d'armement. Jacques, aujourd'hui, le point où on est le plus faible, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, la guerre en Ukraine est quasiment terminée, c'est le système de renseignement. On n'a pas d'équivalent du système de détection, d'interprétation, d'interception, de renseignement américain qui a permis pendant 3 ans aux Ukrainiens de ne jamais être surpris par les Russes. Pour faire un tel système, il faut un investissement considérable, mais on sait bien que ce ne sont pas les 27 pays qui peuvent le faire séparément. Donc partager un tel système de renseignement, pour moi, ça veut dire partager un seul commandement, une seule direction politique. Est-ce que ça n'est pas le moment, enfin, de proposer que les pays européens qui le souhaitent se réunissent enfin pour faire des États-Unis d'Europe et de pouvoir être à la taille des États-Unis d'Amérique ou de l'empire menaçant de Poutine? C'est ce que je souhaite depuis longtemps, pour ma part, mais je ne pense pas qu'il faut mettre ça au début du programme. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas les moyens de surveillance. Les Américains en ont beaucoup, mais vous avez peut-être remarqué que depuis samedi dernier, les Américains n'assurent plus la surveillance pour le compte des Ukrainiens et que les Européens, et j'en dis pas plus, ont largement pris le relais. Donc, il ne faut pas croire que... D'ores et déjà? Oui. Je ne vais pas en dire plus, et je ne sais pas dans quelle mesure c'est aussi efficace que ce qu'a porté les grandes entreprises américaines. Le relais est pris. Ce qu'on voit, c'est que quand même là, pour les Ukrainiens, c'est très compliqué sur le terrain. C'est très compliqué sur le terrain. Ils perdent du terrain, mais la bataille n'est pas perdue. Et il ne faut surtout pas considérer renoncer. Alors si, bien sûr, pour ma part, ça fait très longtemps que je pense qu'il faut une unité politique. Et d'ailleurs, on ne pourra pas avoir une armée si on n'a pas un gouvernement et un parlement qui contrôlent l'armée. Sinon, ce n'est pas une démocratie. Donc l'armée viendra avec un pouvoir du Parlement européen sur cette armée. Ça viendra avec le temps. Et sur le nucléaire, puisqu'on parle de partage et d'armement, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a bien fait d'acter qu'il ouvre ce débat sur le partage de la dissuasion nucléaire? Là encore, c'est un débat très ancien. J'ai assisté à des entretiens très secrets de François Mitterrand avec le chancelier d'Allemagne, où le chancelier d'Allemagne a demandé si l'Allemagne était protégée par le bouclier nucléaire français.
Nous avons parlé en détail de la façon dont la France évaluait la façon dont l'Allemagne faisait partie des risques vitaux pour la France. Ça a été dit en tête à tête entre les deux chefs d'État et chefs de gouvernement. Je suppose que ça a été dit entre chefs d'État et de gouvernement français ensuite, mais rien de plus. Donc ça veut dire qu'il y avait un partage de la dissuasion? Non, ça veut dire que la France a fait savoir à ses partenaires dans quelle mesure elle considère que leur territoire fait partie de l'intérêt vital de la France. Point. La France, le président de la République française, est le seul à avoir appuyé sur le bouton. Il est le seul à définir ce qui est de l'intérêt vital de la France. Et il est vraisemblable, mais il faut rester dans l'ambiguïté, que l'espace qui détermine l'intérêt vital de la France est plus grand qu'il n'était dans les décennies précédentes. Et donc ça, c'est précisément, selon vous, ce qui va être dit là, dans les prochains jours, par notre gouvernement? Ça n'a justement pas à être dit. Oui, mais comme vous êtes là et qu'on en parle, votre surtout... intuition, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas le dire. Mais est-ce qu'en général, on ne parle pas trop d'ailleurs? Est-ce que l'Union européenne ne parle pas trop par rapport justement surtout, l'ambiguïté fait partie de la crédibilité de l'armée. Alors pourquoi on dit j'ouvre un débat sur le partage de la dissuasion? À quoi ça sert, franchement? Je pense que le moins on en parle, le mieux c'est. Oui, peut-être sur la dissuasion nucléaire. Mais Jacques, moi je suis frappé, j'ai entendu le chancelier Olaf Scholz au début de la guerre en Ukraine dire « Nous avions cru que nous n'avions plus d'ennemis ». Aujourd'hui, on devrait même se dire peut-être que nous n'avons plus d'amis. Mais comment est-ce qu'on explique que pendant 3 décennies, tous les pays européens se sont totalement désintéressés de la guerre et ont cru qu'ils étaient exemptés de guerre? C'est ce qu'on a cru longtemps. Enfin, moi, j'ai pas cru de ça très longtemps, mais j'ai cru au début, comme tout le monde, quand un peu avant la chute du mur de Berlin, quand Gorbatchev a commencé à montrer que c'était une ère démocratique, on a tous cru. Moi, j'étais favorable et j'ai agi pour faire entrer la Russie dans l'Union européenne. Ouais. Et pendant plusieurs années, je suis un acteur, je peux dire que j'ai joué un rôle important dans l'entrée de la Russie dans le G7. J'ai même forcé les membres du G7 à accueillir M. Gorbatchev au sommet du G7 à Londres, contre leur volonté. Donc nous avons eu une période où on pensait que la Russie, comme la Turquie, avait... Je pense que ça sera vrai de nouveau un jour. Mais on n'a pas eu assez le sens du tragique. Quand on a vu que la Russie basculait dans l'autre sens, on n'a pas eu le sens du tragique, comme d'ailleurs avec ce qui se passe au Moyen-Orient. On va parler justement de la Russie dans le choix du 20h de BFM d'Olivier Ravanello. C'est intitulé « La peur ne préserve pas du danger, Olivier ». Alors Poutine, on l'a constaté encore ce soir, poursuit la guerre. Même si Trump affirme que Poutine veut la paix, il n'a pas l'air pressé de mettre un terme à ce conflit. On en parlait hier, il y a des considérations tactiques à cela. Vous nous l'expliquez, mais aussi, selon vous, une culture de la guerre qui est entretenue par le pouvoir. Oui, c'est frappant lorsqu'on vit en Russie de voir à quel point la commémoration, la célébration de la Deuxième Guerre mondiale est omniprésente par des monuments, par la célébration du 9 mai, par des chansons aussi qui assez souvent sont des chansons héroïques, mais même lorsqu'elles parlent de la souffrance des soldats, laissent transparaître un fatalisme qui est absolument stupéfiant. On meurt à la guerre et c'est comme ça quand on est russe. L'Union soviétique a perdu 11 millions de soldats à peu près durant la Seconde Guerre mondiale, autant de civils. Les récits qui en ont été faits sont absolument épouvantables. Il faut relire Svetlana Alexievitch, le prix Nobel, qui a parlé de cette Deuxième Guerre mondiale, de la guerre en Afghanistan, de la catastrophe de Tchernobyl, pour mesurer à quel point il y a une dimension sacrificielle en Russie qui nous est complètement étrangère à nous aujourd'hui Européens. Et pourtant, malgré ces sacrifices, ça n'a pas détourné les Russes et la Russie de la guerre. La guerre, ça reste l'endroit où la Russie s'exprime. Poutine l'a compris, qu'il pouvait exploiter cette fibre. Aujourd'hui, dans les écoles, il y a des cours qui apprennent des gestes élémentaires guerriers. Il y a des cours qui enseignent à quel point la Russie est le pays où il fait le meilleur vivre au monde. Il y a des colonies de vacances où on apprend à se battre. Et cette fascination de la guerre, elle est aussi amplifiée par les médias. Et précisément, ce goût de la guerre, comment il se traduit dans la diplomatie russe? Par le mépris. Par le mépris de ceux qui ne prennent pas en compte la guerre, qui ne l'aiment pas ou qui ne veulent pas la faire. Ça, vous le ressentez, mais en permanence quand vous vivez en Russie. Les Européens sont méprisés pour leur traumatisme de la guerre qui fait qu'ils veulent la paix à tout prix, et quelles que soient les concessions à faire, par cette obsession de la paix, par le refus de la chose militaire. Ça fait de nous, aux yeux des Russes, des gens foncièrement faibles. La Russie a été
polytraumatisée par la guerre et pourtant elle continue de considérer que la guerre est une solution à ses problèmes. Et tous les présidents qui ont essayé d'entretenir des relations avec Vladimir Poutine ont tenté différentes tactiques. Chirac a essayé le respect, Sarkozy a essayé la franchise, Hollande a commencé à se méfier, mais au fond, c'est oublier que ça ne fonctionne pas en miroir avec Poutine. La seule chose qu'il respecte, et ça, il est bien héritier des soviétiques pour cela, c'est le rapport de force. Staline disait, le Vatican, combien de divisions ? C'est un peu la même chose avec l'Europe. L'Europe, combien de divisions ? C'est au fond ce que pense Poutine. Et ça, c'est ce qu'a compris Emmanuel Macron. Tant que vous n'établissez pas un rapport de force, vous ne parvenez pas à parler sereinement avec les Russes. Je dis bien sereinement. L'idée qui est en ce moment dans la tête du président de la République, c'est pas de nous conduire tous vers la guerre, c'est de nous réarmer de manière à pouvoir à nouveau parler sereinement avec les Russes, sinon ils vous méprisent. Est-ce que selon vous, Jacques Attali, avec ce qui a été annoncé notamment à Bruxelles et par le président de la République, on va pouvoir à nouveau parler sereinement avec les Russes? Il faut bien distinguer les Russes et un pouvoir totalitaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, à une petite nuance près que je suis sûr que vous partagez, c'est que le pouvoir totalitaire dans tout pays du monde méprise la vie humaine, y compris la vie de ses propres citoyens. Et les pouvoirs russes, depuis Staline, et Vassili Grossman le montre très bien dans ses grands livres, méprisent ces citoyens. Le nombre de morts de la Seconde Guerre mondiale, tous les analystes montrent qu'ils auraient dû être 3 fois moins importants si le pouvoir stalinien avait pris en compte l'importance de la vie humaine de ses propres citoyens. Donc, c'est facile de dire qu'on méprise les autres parce qu'ils ne s'intéressent pas à la guerre, quand soi-même on méprise la vie de ses propres citoyens. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui d'ailleurs a entraîné une incroyable saignée de la population russe dans la guerre actuelle et qui fait que la démographie russe est une catastrophe. Donc nous, il faut trouver un équilibre. Pour nous, la vie humaine est sacrée, la vie de nos gens d'aujourd'hui, mais des générations futures est sacrée. C'est pour ça que nous nous battons, parce qu'on est des démocraties, il faut maintenir ça. Mais il faut avoir aussi ce que nos anciens ont eu, c'est-à-dire le courage de mourir pour que les générations suivantes puissent vivre. La culture du tragique, c'est ce dont vous parliez aussi tout à l'heure. Votre choix du 20h BFM, Anne-Charlène Bézina, consacré à cette journée magnifique, c'est la journée de la femme. Il y a eu des manifestations un peu partout dans le monde aujourd'hui. Il y a des images qui nous parviennent d'ailleurs de Buenos Aires. En effet. En Argentine, on va aller voir peut-être ces images voilà, où des centaines, voire des milliers de personnes sont en train de défiler. Aujourd'hui, journée de la femme, l'avenir de l'homme. En effet, et puis voilà, c'est important de voir que c'est un combat mondial. Alors moi, il m'a semblé utile de faire aujourd'hui pour vous un bilan des avancées du statut notamment juridique des femmes et de voir également tout ce qu'il reste à faire. Alors que vouliez-vous nous rappeler d'abord? Alors nous rappeler déjà l'existence dans notre droit de la femme assez tardive et assez récente en réalité, puisque droit de vote 1948 évidemment on le sait, mais toutes les lois civiles, régimes matrimoniaux, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que la femme égale de l'homme dans ses droits civils, dans ses droits à la famille, c'est très récent, à peine des législations de 75 et évidemment la loi sur la contraception, l'avortement 75 et harcèlement seulement en 2012 pour imperfectionnement du délit, égalité salariale 2003-2006, donc on voit bien l'arrivée assez tardive de ces législations. Dans les institutions, on a eu un combat qui est assez intéressant à retracer entre l'égalité, on va dire, de droit et l'égalité plutôt par la discrimination. Le Conseil constitutionnel ayant pendant longtemps défendu la déclaration des droits de l'homme face aux politiques du shabadabada, qui sont des politiques de un homme, une femme sur les listes électorales, et finalement c'est le pouvoir politique qui l'emporte en 2008 avec une grande réforme de la Constitution qui fait entrer la femme dans les caractéristiques de la République, article 1er de notre Constitution. L'égalité entre les hommes et les femmes est garantie non seulement dans la vie politique, mais également à tous les niveaux sociaux, salariaux, etc. C'est en tout cas le vœu, avec des droits constitutionnels spécifiques aussi, on le sait, depuis le 4 mars de l'année dernière, l'entrée de la liberté de l'avortement dans la Constitution, même si, on le voit, l'entrée de la femme dans la législation se fait essentiellement par le biais de l'affirmative action, c'est-à-dire de la discrimination positive, et ça a ses limites. Alors, quelle piste pour améliorer, aller encore plus loin? Alors, le statut de la femme, évidemment, doit évoluer, mais je pense aussi qu'il faut faire confiance aux hommes sur la question et je vais m'expliquer. D'abord, sur le statut de la femme, la politique est très souvent vue comme une politique de punition. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a un retour des affirmations contraires de cette fameuse énergie masculine dont il faudrait nous irriguer. Contre cela, il faut
revenir à mon avis, un deuxième temps de la politique de la femme qui serait celui de la normalisation. En fait, la place des femmes, elle est repensée plutôt par rapport à la compétence, par rapport aussi à leurs différences et à leur intégrité en tant que femmes, justement. Alors, je pense qu'il y a un impensé aussi, c'est celui de la famille. Le statut de la femme, on pourrait le revaloriser au niveau de la mère au foyer, au niveau du travail, au niveau de la garde, au niveau des aides, au niveau du partage du temps de parentalité, au niveau du quotient familial, qui est très mal pensé aussi au niveau de notre impôt sur le revenu, au niveau de la carrière des femmes, les retraites, et j'en passe évidemment. Mais j'ai dit aussi qu'il fallait faire confiance aux hommes, parce que n'oublions pas que la plupart des avancées pour les femmes viennent de législation pensée par les hommes. La première femme ministre, c'est Léon Blum. En 1936, Irène Joliot-Curie qui la nomme. Ensuite, on a une première femme première ministre et c'est François Mitterrand qui s'en occupe. Toutes les législations sont ensuite pensées par des hommes, notamment celle sur le fameux statut civil. Alors, et si on éduquait les hommes à la valorisation de la femme, c'est d'ailleurs dans cela que s'engage aujourd'hui l'ONU dans le choix de porter des ambassadeurs pour le droit des femmes et des jeunes filles. Alors, bonne soirée de la femme à toutes et surtout, n'oublions pas les mots de Victor Hugo qui nous disent « La femme a la réalité de la force sous l'apparence de la faiblesse ». Merci Anne-Charlène et merci à vous. J'imagine que vous aviez beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez sur ce plateau. Plaisir. Merci d'avoir été avec nous, Jacques Attali. Merci. Et merci à vous, Guillaume. Je n'ai pas cité votre livre tout à l'heure. Juste rappelez-le en quelques mots, s'il vous plaît, Guillaume Ancel. Petite leçon sur la guerre aux éditions Autrement, c'est ça. Et comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, c'est ça. C'était l'objet de notre débat de ce soir. Ouais, et toute la philosophie aussi du discours d'Emmanuel Macron. Vous êtes dans le ton. Merci beaucoup. Merci Jacques Attali. À très bientôt.